Donc ça veut dire que tu es parmi nous. Alors, Naifatou Kane est une jeune femme sénégalaise née à Dakar le 23 novembre 1986. Elle est passionnée de littérature depuis son plus jeune âge, notamment africaine. Elle grandira avec les œuvres de son grand-père, Cheikh Hamidou Kane, Ahmadou Kourouma, Amadou Ampateba et Aminata Sofal, Boubacar Boris Diop, Mariam Abba, Wole Soyinka, entre autres. Donc, cet amour de la lecture l'amènera à l'écriture par le biais de chroniques publiées dans son blog, Sa Petite Bulle, mais aussi dans divers webzines sénégalais, Sénéweb, Dakar Actu, La Sénégalaise, Agenda Dakar, le Boytown Mag, etc. Après une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, donc Naifatou a récemment publié, et elle était là d'ailleurs pour la tournée de cet ouvrage-là, un ouvrage en hommage à Mamadou Tidiane Kane, son papa, donc au nom d'un père, et qui est publié aux éditions L'Harmattan. Donc, merci à toutes les trois de vous joindre à nous pour cette conversation. Donc, Ravi, tu publies ce premier ouvrage aux éditions de L'Harmattan qui s'appelle Saison de femmes. Tu disais que ton ouvrage était sorti il y a 2 mois à peu près et qui reprend ou qui suit le cheminement de plusieurs personnages, des jeunes femmes qui sont au niveau de l'université et qui, quelque part, essaient de trouver leur place, leur voie dans cet espace qu'est l'université. On a aussi avec elle la figure du père, qui est la figure du papa de Olel, qui est le monsieur qui va être entre ses origines rurales, mais aussi sa modernité, ou en tout cas la manière qui fait qu'au sein de la société sénégalaise et au sein de la ville, dans l'urbanité, il va s'épanouir et exister. Et comment Olel, tiraillé entre ces deux mondes-là, va se construire. Les jeunes femmes courant, qui sont étudiantes, vont faire l'expérience d'une certaine manière de leur forme de liberté de femme ici, dans cet espace et dans l'espace de l'université. Et il y a aussi cette figure de tante qui est à la fois le marqueur de la tradition, mais pas la tradition dans un sens galvaudé ou mal compris, mais plutôt la tradition telle qu'elle a été pensée en termes de structure sociale, structure identitaire et de liens pour permettre aux personnes et aux gens de s'épanouir dans cet espace qui est la société. Et j'aimerais commencer avec la figure de Kourou en particulier et la manière dont leur prise de position au sein de l'université, mais aussi la manière dont elles vont exister dans cet espace-là est important pour l'éveil de la conscience forcément politique, mais aussi féministe quelque part. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Merci beaucoup Fatima. Merci à Amina, l'initiatrice de ce salon du livre féminin. Merci vraiment de m'avoir associée à cet événement qui est franchement au-delà du cachet innovateur. Je pense que ça ouvre vraiment de vrais sentiers et ça permettra aux femmes qui sont l'autre partie de la société, il ne faut jamais le rappeler assez, on ne le rappellera jamais suffisamment, donc pour qu'elles puissent aussi s'exprimer, avoir le droit à la parole. Par rapport à mon premier ouvrage, Saison de femmes, paru effectivement il y a 2 mois, donc c'est un premier roman qui a été écrit de façon intuitive. J'ai un ami qui m'a dit que justement il avait reconnu en lisant ce roman que c'était un équilibre entre une mémoire réelle et une mémoire inventée. Et j'ai trouvé que cette expression totalement vraie, parce que c'est une fiction qui s'inspire beaucoup de ma réalité, mais aussi de la réalité des personnes qui m'entourent. Dans le livre, ce que l'on voit à travers le personnage de Kouro, c'est certaines tranches de vie. On ne parle pas de sa naissance, ni de sa petite enfance, mais on parlera de la naissance et de la petite enfance de sa fille. Voilà, on parlera de sa crise d'adolescence, donc de sa période d'adolescence qu'elle a passée à Mariam Abba, où moi-même j'ai passé 7 années de ma vie, donc sur l'île de Gorée, qui l'aura façonné d'une certaine manière, qui l'amènera plus tard en tant qu'étudiante en sociologie, puisque moi aussi j'ai fait des études en sociologie. Je rappelle encore une fois que ce n'est pas ma vie, mais c'est très inspiré de mon parcours. Donc toutes les interrogations légitimes qui se posent devant une jeune femme qui a aussi des ambitions, l'ambition de se créer une identité qui ne renierait pas, en tout cas ses origines. Parce que j'ai l'habitude de le dire,
pour pouvoir dire je suis, encore faut-il savoir voilà, d'où l'on vient et quel est le milieu social ou socio-familial qui nous a façonnés et qui a donné vie à une forme particulière qui va aussi venir s'inspirer du contexte dans lequel cette personne-là baigne et qui va donner finalement une identité particulière qui sera différente de la génération précédente. Donc justement ce titre Saison de femmes, c'est pour faire référence aussi aux différentes étapes de la vie de femme, donc l'adolescence, l'enfance et l'adolescence, ensuite l'âge adulte mais jeune, pas encore formé mais qui est pleine de contradictions, de belles contradictions, hein, parce que finalement c'est à travers des contradictions que surgit finalement, qu'émerge en tout cas une identité forte qui nous permet après de nous définir et de vraiment nous imposer d'une certaine façon à autrui tel que l'on voudrait être perçu. Il y a aussi mis de façon consciente mais aussi inconsciente une autre forme d'identité qui la transcende et qui finalement aide à la perpétuation d'un certain contexte social qui favorise finalement l'émergence d'une génération qui pense d'une certaine manière. Voilà. Donc Kouro, elle n'échappe pas à cette logique-là. Elle est partie normalement. De toute façon, vous le verrez très tôt dans le livre, elle est partie très jeune, mais elle a eu quand même le temps de vivre certaines contradictions et certaines situations sociales qui l'ont métamorphosée et qui ont fait de sa fille, même si elle n'a pas vécu avec, de sa fille une personnalité qui non seulement prolonge un peu les ambitions de Kouro, mais crée un personnage tout à fait nouveau. Je vais m'en tenir là, peut-être pour l'instant. J'ai juste une question pour revenir justement sur la période où Kouro est formé à l'école Mariamaba. Tout à l'heure, quand on discutait, vous expliquiez que quelque part, il y avait un esprit qui résidait au-delà, même si l'école a été nommée École Mariamaba à titre mention, qu'il y avait quelque chose de l'esprit de Mariamaba qui existait dans cet espace-là, et vous aviez une très belle façon d'expliquer ce qui pouvait vous lier entre membres de cet écosystème et ce que ça dépose chez vous en tant que jeunes femmes qui grandissent ensemble et qui créent leurs identités et leur personnalité dans cet espace-là. Effectivement, Mariamaba, c'est une école où l'on y vient vers l'âge de 11-12 ans. Donc, en tout cas, moi, pour ce qui me concerne, vers la fin des années 90, quand j'ai intégré Mariamaba, j'avais presque 12 ans et nous étions une cohorte de 25 élèves venant de différentes parties du Sénégal. Donc, du village, comme de Dakar et de la banlieue. Et donc, j'aime bien cette expression que tu viens de dire. C'est un vrai écosystème qui se crée là-bas, mais c'est aussi l'esprit de sororité qui est vraiment, qui se crée, qui se solidifie et qui traverse après les âges. Donc, il y a l'esprit Mariamaba, oui, parce que ce sont des jeunes filles auxquelles on apprend non seulement à faire tout ce qui est excellence, oui, tout ce qui est les valeurs citoyennes aussi fortes, valeurs familiales fortes, mais aussi probité. Alors, nous avions vraiment des enseignants et des surveillantes, parce que toutes les surveillantes étaient des femmes, des surveillantes, parce que c'est un internat, je le rappelle aussi, voilà, des surveillantes qui nous rappelaient toujours qu'il nous fallait être des intellectuels honnêtes et qui nous reprochaient, qui nous disaient tout le temps gardez-vous de devenir des intellectuels malhonnêtes parce que finalement ce serait trahir l'esprit Mariamaba et le souffle féministe qui se dégage de cette maison. Parce que Mariamaba, l'école Mariamaba, maintenant ça s'appelle lycée d'excellence Mariamaba, mais à l'époque ça s'appelait maison d'éducation. Maison d'éducation Mariamaba, parce que justement il y avait un ensemble de choses qui se faisaient parallèlement à l'enseignement général. Il y avait un ensemble de valeurs aussi qui étaient inculquées. Chaque heure était importante et mise à profit, soit pour apprendre nos valeurs, soit pour les véhiculer, parce qu'il n'était pas rare que nous accompagnions certaines délégations de l'État du Sénégal pour participer à certains cocktails ou autres organisés par des ambassades. Pour vraiment, voilà, parce que nous
cette chance de pouvoir nous tourner vers différents mondes, différents mondes, et aussi le monde de la lecture. Tout à fait. Voilà, nous avions l'habitude de lire tous les mercredis. Tous les mercredis après-midi, on prenait au moins 2 livres et on les rendait le mercredi suivant. Et nous partagions les livres, nous partagions nos lectures. Et nous avions aussi des enseignants qui allaient au-delà de l'enseignement, si je peux m'exprimer ainsi, qui étaient vraiment des éducateurs, qui étaient très à l'écoute et que l'on pouvait interroger sur beaucoup de sujets sans tabou, avec respect, mais de débattre de tout et de n'avoir aucun sujet tabou. Merci beaucoup, Rabie. Je trouve intéressant cet aspect-là, en tout cas, de l'éducation, à la fois de Kourou, mais aussi de la vôtre, parce qu'il y a un élément que vous avez beaucoup formulé quand on en a parlé, c'était cet esprit de sororité et le fait que, quelque part, effectivement, il y a une vraie volonté ou une identité féministe qui se dégage du modèle d'éducation qu'il y a dans cet espace-là. Et je pense que c'est une belle façon de faire une transition vers cette chaire. Je pense, dans toutes les questions que vous soulevez ou dans toutes les réflexions, les recherches que vous conduisez, il y a aussi comment finalement on obtient de poursuivre et de maintenir ce rapport-là, c'est-à-dire cette forme de sororité qui va exister entre les femmes et qui va permettre de faire front ensemble et d'avancer ensemble. Dans le travail que vous faites à la fois au niveau des K-pop, mais aussi dans les recherches que vous avez pu conduire, il y a beaucoup, donc vous parlez de violences obstétriques et gynécologiques. D'abord, je pense qu'on va commencer par les définir, parce que moi j'ai eu besoin que vous les définissiez plus clairement, et ensuite parler de, finalement, dans l'espace médical, dans l'espace de l'hôpital, les différents profils de personnes avec lesquelles les femmes circulent, auxquelles les femmes sont confrontées, et comment ces violences-là s'exercent. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui parmi vous. Et c'est aussi l'occasion de féliciter Amina pour l'initiative qu'elle porte si fièrement depuis déjà l'année dernière. Donc c'était assez intéressant pour moi aujourd'hui de participer à ce panel et d'amener les violences gynécologiques et obstétricales sous l'angle du deuil. Et comment est-ce que finalement ces femmes-là, dans l'espace qui leur est offert, peuvent exprimer leur douleur ou pas. Quand nous parlons de violences gynécologiques, c'est un ensemble. Ce sont des violences qui sont exprimées, certes, au niveau du milieu médical, mais qui prennent racine dans la socialisation même aujourd'hui de nos populations, en particulier des femmes, qui sont finalement amenées à supporter. Il y a le fameux moune, je pense, qui transcende à chaque fois dans nos propos. Il y a ce fameux moune qui est glorifié dans nos sociétés et qui finalement laisse la porte ouverte à toute forme de violence qui, malgré leur immunité, sont censées être acceptées par les femmes aujourd'hui dans nos sociétés. Quand on parle du deuil, le deuil c'est quoi? C'est juste un processus d'adaptation, c'est-à-dire que face à un choc aussi violent que la perte d'un être cher, comment est-ce que moi, mon organisme, mon psychique, se permettent d'intégrer cette information-là et de pouvoir vivre avec. Et parlant donc du deuil, je disais tantôt que comment est-ce que nous femmes, on est socialisées dans nos rapports avec cette violence-là, avec la douleur. Quand je faisais mon enquête, par exemple, sur tout ce qui était process d'accouchement dans le travail, autant douloureux que ce travail-là doit être, il y a une forme de glorification de la femme par rapport à sa capacité de ne pas se plaindre de cette douleur-là vécue. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je voulais surtout axer sur 3 thématiques qui sont loin d'être explorées actuellement au Sénégal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on offre comme discours aux femmes qui sont en train de traverser, je vais faire du trigger, désolé si le sujet peut réveiller cet traumatisme par rapport aux membres du public, face à des phénomènes comme l'avortement. Comment est-ce que la femme est censée vivre cet avortement-là? Par rapport à la perte de son enfant, les décès néonataux, comment est-ce que la femme est censée vivre ces événements-là? Comme quel soutien est-ce qu'elle est censée attendre, autant du champ médical qu'au niveau de sa famille? Par rapport au cancer au long cours,
comment est-ce que la femme aujourd'hui peut se permettre d'exprimer sa colère par rapport à cette situation-là, par rapport à la dépression du postpartum. Comment est-ce qu'aujourd'hui la femme sénégalaise est censée ménager ses sentiments, son vécu, son expérience traumatique par rapport à cela. Et encore une fois, quel soutien est-ce qu'elle devrait pouvoir attendre de corps de soutien qui sont censés l'accompagner. Et il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal parce que autant face à la mort, on nous pousse, il y a cette injonction d'accepter, tu vois, cette destinée parce que lui, c'est du fait de Dieu et qui protège plus ou moins le personnel médical des décès maternels évitables. Autant, par exemple, tu verras de manière très contradictoire pour une femme qui est en train de vivre un cancer au long cours comme le cancer du sein, on ne lui laisse pas le champ de se préparer à cette mort-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dernière fois, il y a une femme qui nous posait la question, est-ce qu'elle peut parler de son cancer à ses enfants? Quelle préparation? Est-ce qu'elle, au sein de sa famille, jusqu'où est-ce qu'elle peut aller en termes de partage d'informations? Et l'époux n'était pas d'accord pour le partager sur son statut avec les enfants. C'est-à-dire que voilà une femme à qui le personnel médical avait donné plus ou moins un délai. Mais justement, par rapport à nos croyances, la mort, c'est du ressort de Dieu. Et mettre des chiffres à son espérance de vie, c'est un peu dédié peut-être les dieux. Et donc cette femme-là, elle, dans ses choix, se retrouve contrainte à se faire face par rapport à ses enfants. Voilà peut-être un peu ce que je voulais partager. Maintenant, sur les VGO, je ne sais pas, sur les violences gynécologiques, si je peux aller plus loin en termes de partage par rapport aux violences, comment est-ce que c'est construit? Parce que si aujourd'hui, par exemple, en termes de besoins ou en termes de perspectives, le corps médical abuse de son pouvoir symbolique pour justement imposer certains choix aux femmes, c'est parce qu'en amont, il y a eu des prémices qui le leur permettent. Ce que Bourdieu appelait carrément le capital social dont bénéficie justement ce corps professionnel-là et qui leur permet finalement d'ordonner à leurs patients ce qu'il y a lieu de faire ou non. D'accord? Nous sommes dans un contexte où la mortalité maternelle est tellement élevée que moi, si je sors de service de santé maternelle vivante avec un enfant bien portant, ben, tout le reste, voilà, j'oublie. Et il y a même un proverbe wolof qui dit que des fautes de savoir, je ne sais pas, une fois que tu as ton enfant dans les bras, tu oublies tous les traumatismes que tu as eu à subir pour en arriver là. Alors que dans tous ces traumatismes-là, il y a également autre chose qu'on appelle le syndrome post-traumatique que certaines femmes vivent au décours de leur grossesse, de leur accouchement et qui ne sont malheureusement pas pris en compte autant dans le suivi médical et encore moins pensé à aller consulter. Par rapport à la santé mentale, je pense que ça également, on le sait, et ça vient un peu renforcer cette précarité dans laquelle les femmes se trouvent de ne pas oser aller consulter. C'est que aller voir un spécialiste, un thérapeute, c'est un truc de blanc. C'est pas un truc c'est pas africain d'aller voir un. Voilà. Et donc, du coup, ça également, c'est un élément supplémentaire qui vient casser le rythme d'aller vers la recherche de soins que ces femmes-là seraient en droit d'attendre. Et du coup, j'ai bien aimé la perspective de Fatou Kane ou de Rab de se permettre d'exprimer le sentiment, le vécu par la thérapie expressive et non le vécu thérapeutique. Je pense que dans ce que vous dites, il y a quand même un élément qui est important et qui est particulièrement intéressant, c'est que nos sociétés bougent et changent et évoluent. Et si à une certaine époque, la structure sociale, culturelle, familiale permettait d'accompagner les jeunes femmes qui étaient véritablement en train de traverser leur grossesse ou qui souffraient d'une fausse couche ou qui souffraient d'une fausse couche, donc qui avaient vécu une fausse couche et qui se retrouvent dans des conditions, des situations où son époux ou sa famille, la cellule microfamiliale, donc le papa, les enfants, ne sont pas en mesure de le comprendre. On était dans des schémas de vie aussi qui permettaient que d'autres personnes soient un vrai relais ou créent en tout cas une structure d'accompagnement autour de ça. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est moins le cas. Est-ce que l'une d'entre vous souhaiterait revenir sur le sujet? En fait, quand tu essaies de faire de la lecture sur les process de deuil en Afrique, tu vas voir qu'on est plus sur
Et c'était une bonne chose. Hein. On est plus dans tout ce qui est rituel. C'est-à-dire qu'on est dans une frénésie d'activité à l'annonce d'un décès. Que ce soit la veille mortuaire, que ce soit s'occuper de tout ce qui est opérationnel, pour tout ce qui est administratif, pour mettre le corps en terre. On est vraiment beaucoup dans le rituel. Mais c'était une bonne chose parce que dans ce process-là, on voyait que les personnes qui avaient perdu l'être cher étaient entourées par la communauté. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que ces accompagnants-là dans ce process douloureux repartent chez eux et vous laissent face à vos douleurs? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est là où finalement la personne se retrouve vulnérable face à des sentiments, parce que si on prend le processus de deuil, c'est plusieurs étapes en fait. Ça passe du choc à l'acceptation, et à chaque phase, est spécifique à l'individu. Comment est-ce que la personne va exprimer cette phase-là? Et par rapport à la phase de colère, par exemple, tu verras que nous, dans nos sociétés, si pour l'homme qui a perdu son épouse très vite, on va l'encourager à prendre une deuxième femme, surtout s'il est père déjà de plusieurs enfants, autant ceci n'est pas permis à la femme qui, pour des raisons socio-culturelles ou religieuses, est censée maintenir pendant un moment, tu vois, avant d'aller. Et au-delà même de la religion, une femme qui ose se marier, remarier un an après son... Voilà, c'est très mal vu. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est une femme qui vit son deuil sans avoir certainement l'espace de l'exprimer, sans avoir les mêmes armes qu'aurait le sexe opposé, et qui peut être enclin à avoir certaines colères, mais cette colère-là, parfois, peut être dirigée contre le défunt ou contre Dieu. Et ça, c'est blasphémé dans nos sociétés. Tu ne peux pas te permettre d'être en colère contre Dieu. Et donc, du coup, par rapport à tout ceci, si tu n'as pas l'opportunité d'être dans un entourage qui te soutient, mais qui te soutient vraiment, qu'est-ce qui se passe pour toi? Si, pour la plupart des gens, le deuil peut aller de 6 à 24 mois selon le soutien que tu peux avoir, pour d'autres, il y a ce qu'on appelle un deuil chronique. C'est-à-dire des gens qui vont être finalement dans un moule où cette sensation de colère, de tristesse revient de manière cyclique, mais vraiment sur des années. Et par rapport à ça, nous, pour le moment, on est très vulnérables par rapport au deuil chronique, par exemple. Arabi, dans ton livre, tu parles donc de la figure de Kouro, qui est la maman d'Olel, et Olel grandit sans sa maman. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont finalement les choses aussi peuvent être portées par une autre figure que la figure de la mère, donc en particulier l'expérience d'Olel dans cet ouvrage-là? Merci beaucoup. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que le docteur Babou a dit par rapport à ces traumatismes vécus par les femmes et qui devraient finalement être vécus aussi au moins par le mari. Oui, tout à fait. Exactement. Mais la société bien pensante, entre guillemets, mettra la pression à la femme qui va tout supporter. Et finalement, elle pourra, si c'est un enfant qu'elle perd, elle pourra très difficilement faire son deuil. Parce que justement, on lui dira, bon, ben, tu en auras un autre plus tard. On va s'y mettre tout de suite. On banalise très facilement. Et quand je dis on, ce n'est même pas un pronom indéfini, c'est bien précis. C'est surtout les femmes qui vont dire à la femme. Tout à fait. Voilà, mais de quoi tu te plains? Soit tu as déjà eu un enfant, soit on te dit, ben, tu en auras d'autres. Tu n'as pas le droit de te plaindre. La personne n'a pas le droit de faire son deuil finalement. Elle n'a même pas la possibilité de faire son deuil parce qu'il lui est refusé de se plaindre. Et je ne te coupe pas la parole, je suis désolée, mais c'est d'autant plus vrai que les femmes peuvent subir plusieurs fausses couches sur un cycle tellement rapproché, et c'est quand même assez incroyable. Donc elles vont vivre ça, et au cours d'une conversation entre cousines, entre copines, on est là dans cette conversation, et il y en a une qui te dit, mais tu sais, j'ai fait 4 fausses couches avant d'avoir mon enfant, etc., etc. Et tout ça, elle l'a traversé seule. Exactement. Non seulement seul, mais en plus, il y a le regard réprobateur de la société, de ton entourage, qui est censé te donner soutien et support psychologique pour traverser ces moments difficiles. C'est ce même entourage qui va te dire, mais attends, fais preuve de mouille, comme elle a dit tout à l'heure. Fais preuve de mouille, mais jusqu'à perdre même ton identité, mais ne dis pas, ne montre pas ta douleur.
donc finalement, ne fais pas ton deuil, ne parviens pas à surmonter cette période difficile en faisant ton deuil correctement. Voilà, faire son deuil, c'est un processus, tout le monde le sait, il y a une forte douleur qui est éprouvée et qui fait que ça demande quand même non seulement un vrai travail sur soi, mais aussi le travail, voilà, le concours de l'entourage immédiat. Et donc pour en revenir à Olin, qui est un personnage que l'on découvre dans ce livre d'abord à 21 ans, puis il y a des flashbacks qui montrent la rencontre de ses parents, qui met en lumière la rencontre de ses parents, le mariage, sa naissance, qui coïncide malheureusement avec le décès de sa maman, mais et qui finalement fait que cette petite fille est sous la responsabilité de son papa, qui aussi finalement ne parvient pas à faire son deuil correctement puisqu'il a la charge d'un petit être. Et donc, lui n'était pas préparé à ce choc. Même si par ailleurs, on apprendra aussi qu'avant la naissance, Koro, qui est la maman de Olin, avait été diagnostiquée comme ayant le cancer du sein. Donc, mais l'accouchement ne devait pas être la fin de Koro. Ça devait être la naissance de Olin, que ça demande énormément d'adaptation de la part de Biran, donc qui est le papa de Olin. Aussi une réadaptation du milieu familial qui va devoir s'organiser pour bien accueillir cette petite fille-là. Mais n'étant pas préparé, il est obligé, lui, le papa, de jouer le rôle de père, de mère, de rempart. Et juste de rempart, ce n'est pas un mot que je choisis aussi au hasard, parce que justement, dans notre société, un enfant qui naît en voyant l'un de ses deux parents disparaître, on a tendance à dire que c'est un enfant de mauvaise augure. C'est un enfant, voilà, qui est marqué par une mauvaise nouvelle, enfin, qui porte malheur, qui porterait malheur. Donc finalement, le papa, il se fait comme sacerdoce de remplir ses fonctions de père, mais aussi de mère. Il ne prend pas une autre femme, contrairement à ce que la société nous demande de faire. Dans le chapitre revendication familiale, par exemple, j'en parle. Je parle de ses sœurs qui lui disent mais il faut prendre une femme, etc., de sa famille, qui se donne le droit de penser à sa place, mais il résiste. Et pourquoi il parvient à résister? Parce que c'est un homme. Si c'était une femme, qui avait perdu son époux en ayant un enfant, voilà, de bas âge, on l'aura remarié presque de force, soit avec le frère, donc le Lévira, sous le contexte du Lévira, soit de force avec le frère de son défunt mari, ou en tout cas avec un ami de son ancien mari, ou quelqu'un qui pourrait assurer le rôle de chef de famille, parce qu'on considère que dans une famille, il faut qu'il y ait un chef mâle, et pour le cas de Biran, la famille a considéré qu'il fallait une femme pour jouer le rôle d'éducatrice, parce qu'un homme ne peut pas, n'a pas la possibilité d'éduquer une fille. On peut accepter qu'une femme éduque un garçon, pour en faire après des hommes, nous savons ce qu'ils deviennent après, ces hommes, hein? Mais on admet difficilement qu'un homme puisse parvenir à réussir l'éducation d'une fille. Voilà. L'ouvrage s'ancre dans les années 90. Est-ce que tu considères que contre cette période, donc la temporalité de ton ouvrage et l'époque que l'on vit aujourd'hui, le schéma est le même à la fois pour les hommes et pour les femmes? Absolument pas. Ce n'est pas seulement les années 90, hein, parce que le premier chapitre, par exemple, c'est vraiment le 21e siècle. Mais c'est le passage justement au 21e siècle et les revendications ne sont pas les mêmes. J'ai mis en lumière un groupe de jeunes filles, donc Olin et ses copines, qui parlent notamment de tout ce qui est changement climatique, mais aussi conditions des femmes, des jeunes du Sénégal et autres, qui ne sont pas là, hein, parce que Olin et ses amis sont à Montréal dans le livre. Mais c'est à mettre aussi en parallèle avec l'autre groupe de femmes constitué de la maman de Olin et de ses copines, quand elles étaient étudiantes de sociologie à l'université,
et quand, à la fin des années 90, et quand elles avaient aussi certaines, où il y a eu un choc des revendications plus ou moins légitimes, soit sur les canons de la beauté, soit par exemple jusqu'où la femme est prête à aller pour mettre en péril sa santé physique ou son intégrité pour plaire aux hommes, et pourquoi il fallait avoir plutôt un style plutôt qu'un autre pour être bien vu et pour ne pas être catégorisé d'une certaine façon ou marginalisé, etc., etc. Donc il y a vraiment beaucoup de chapitres où il y a moins de réponses que de questions. Parce que j'ai voulu qu'il y ait... Mon style, c'était de mettre en avant beaucoup plus des dialogues et susciter après voilà, des débats, donner certaines réponses, mais aussi susciter des questionnements par rapport à ce que les femmes de mon époque, quand elles étaient jeunes filles, et les femmes actuellement peuvent avoir comme contradiction, mais finalement pour moi, je ne trouve pas du tout contradictoire. Je suis vraiment d'avis que nous sommes moins les enfants de nos parents que les enfants de notre époque. Moi, je vais revenir à toi par rapport à ces figures de jeunes femmes. C'est une question que je t'ai posée, mais à laquelle on n'a pas forcément répondu. L'espace de l'université, l'espace du lycée de jeunes filles Mariama Ba, ces différents espaces-là peuvent aussi être des espaces de sensibilisation et d'accompagnement des jeunes femmes, parce qu'elles y sont à des âges où on devrait pouvoir leur donner les clés ou les outils pour comprendre ce qu'elles traversent. Je veux dire, quand on est au collège, on voit ses premières règles, des fois on les voit quand on est carrément à l'école élémentaire, il y a des jeunes femmes qui sont plus précoces que d'autres. Comment on fait finalement pour articuler ces conversations-là? Comment on accompagne ces jeunes femmes? Et quels sont les outils ou les structures qui œuvrent en ce sens-là? Ce qui est intéressant avec l'espace d'éducation, en tout cas tout ce qui est école, université, c'est qu'on peut se permettre d'aller loin dans l'exploration de certains outils. Nous, déjà, je ne vais pas parler de tout le travail que des gens comme Amina Sek font en termes de sensibilisation, d'opportunité d'éveiller l'intérêt des jeunes sur certains types de lectures où finalement ce sont des lectures qui leur permettent de découvrir autre chose, de pouvoir explorer des questions comme la santé mentale qui ne devrait pas être une question d'expertise, mais plus une question sociétale, parce que comme le disait une psychologue afro-américaine féministe, que malheureusement la santé mentale et tout ce qui est pathologie psychiatrique telle que définie aujourd'hui, ça a été pensé par des hommes blancs d'un certain âge, donc vraiment c'était eurocentré, blanc-centré. Et du coup, il y a d'autres outils également en plus donc, de tout ce qui est lecture didactique, l'éducation par l'édutainment. L'éducation par l'édutainment, c'est le fait justement d'adapter notre démarche par rapport à la génération. C'est-à-dire que, je vais donner l'exemple, je ne sais pas si certains connaissent la série C'est la vie. Dans C'est la vie, il y a beaucoup de questions en rapport avec des questions vraiment modernes, santé, qui sont développées. Et c'est une série par exemple qu'on utilise pour parler notamment de tout ce qui est hygiène menstruelle, essayer de déconstruire certaines injections que la société porte sur le corps des femmes par rapport à l'utilisation des méthodes contraceptives. Là, je parle carrément de mon domaine, mais également sur la santé mentale qui va être de plus en plus explorée désormais sur les épisodes à venir. Il y a également la question des violences gynécologiques par exemple, parce que quand on vous décrit avec des mots simples c'est quoi les violences gynécologiques, tout de suite, en tout cas pour la plupart des femmes avec lesquelles je parlais, et qui ont déjà eu à vivre un accouchement ou en tout cas à aller vers des services de santé sexuelle pour des questions de méthodes contraceptives, elles s'y retrouvent en fait, elles s'y retrouvent immédiatement. Donc c'est peut-être juste le concept qui fait barrière. Et l'idée vraiment c'est d'utiliser des outils assez simples, mais vraiment qui va utiliser aussi le vocable des terroirs pour être accessible et éveiller, comme je le disais tantôt, la curiosité sur cette question-là. Et aussi, nous on le dit, on parle d'empouvoirment, c'est-à-dire assez empouvoirer les filles pour qu'une fois l'étape de reconnaissance, identification de leurs droits passée, qu'elles soient en posture d'affirmation de ces droits-là. Donc,
Vous parliez d'une série, donc vous parliez de C'est la vie. Moi, personnellement, j'ai beaucoup suivi une série qui s'est appelée Yai 2.0, qui a été faite par une productrice et une scénariste extraordinaire, Calistassi. Et j'ai vraiment trouvé cette série bien pensée, bien amenée. On suit le profil de plusieurs femmes et on suit leur vie de femmes mariées, de femmes célibataires, mais que tout le monde attend de voir mariées. On suit les différentes étapes aussi de leur grossesse, la demande et l'insistance. Vous devez avoir un enfant, vous n'êtes pas considéré par notre société comme étant pleinement accompli si vous n'avez pas pu procréer, etc., etc. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans cet espace-là. C'est une série que j'ai suivie avec beaucoup d'intérêt et dont j'attends la saison 2 avec impatience. Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, Rabi. Et je trouve que l'espace d'écriture du livre aussi, l'outil Calista à travers ses scénarios, et elle a contribué à différentes autres séries. Il y a eu Maîtresse d'un homme marié avant, il y a eu Yai qui a été un projet formidable. Ce travail d'écriture, le fait de pouvoir coucher quelque part sur papier ou sur les touches d'un clavier nos histoires, les histoires que l'on vit, mais aussi celles qui nous entourent, celles de différentes personnes, celles de nos copines, de nos sœurs, de nos amis, nos histoires personnelles quelque part, est un exercice particulier, mais c'est aussi un exercice qui parfois peut être réparateur, voire salvateur. Comment tu as vécu cette expérience? Oui, alors, vraiment, c'est une série personnellement que j'ai adorée. De bout en bout, c'est bien pensé. On se met vraiment, c'est-à-dire le fait de briser, comme on l'appelle, le quatrième mur, nous permet, en termes cinématographiques, d'intégrer carrément le psychologique du féminin. Et en tout cas, j'espère vraiment que des hommes aussi ont regardé et apprécié et compris certaines choses. Que des femmes aussi qui mettent la pression à d'autres femmes vont réfléchir sur leur façon de penser la maternité ou l'absence de maternité. Donc vraiment, c'est effectivement une série que j'ai adorée. J'attends moi aussi la saison 2 avec impatience. Et comme tu l'as dit, pour que ça ait pu aboutir à un film, à une série, il y a forcément eu écriture de scénario. Et donc, et tu l'as bien dit aussi, on écrit pour se réparer, on écrit pour exprimer ou faire passer des émotions, des sentiments que l'on aurait du mal à exprimer verbalement ou autrement, oui, effectivement, parce qu'il y a plusieurs sortes d'expressions quand même. Mais on écrit aussi pour parler à l'autre. Cet autre peut être aussi soi-même. Hein. Donc c'est pour ça que j'aime bien voilà, le thème général de ce salon du livre féminin, écrire sur soi. Parce que lorsque l'on s'adresse à autrui, on s'adresse aussi à soi. On veut en tout cas libérer ou faire sortir quelque chose qui est en nous. Et lorsque l'on traverse des moments de deuil, parce que le deuil c'est une perte, c'est la perte physique, en tout cas au moins, parce que heureusement que la perte physique permet de créer une relation immatérielle qui finalement devient éternelle. En tout cas, et à travers le livre, à travers les mots que l'on décide de coucher sur papier et de les partager, soit avec soi-même d'abord ou avec les lecteurs, on parvient finalement à se révéler, hein, à révéler soi-même, à soi-même et aux autres, et à se libérer. Parce que écrire, ça transforme. Voilà. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, ce premier roman, je l'ai écrit dans ma tête à peu. Vraiment, je l'ai écrit dans ma tête il y a plusieurs années. Il y a eu évidemment des passages de ma vie qui ont affecté certains chapitres de ce roman récent. Mais je l'ai écrit de façon intuitive et je l'ai écrit en 3 semaines. Donc je n'ai pas voulu me faire relire malheureusement. Mais voilà, donc j'ai laissé ce soin-là aux éditions L'Armatan de me relire et de voir si tout ça restait cohérent. Mais on écrit parce que justement on est happé par ce désir de partager et de ne plus avoir peur de partager ses émotions, ses sentiments et ses revendications. Voilà.
Donc, même si c'est une fiction, je n'ai pas... Parce qu'écrire peut être angoissant, hein. C'est conflictuel, c'est angoissant, mais c'est tellement libérateur que justement, c'est après avoir perdu mon père et ma grande sœur en 2 mois d'intervalle que j'ai décidé de le faire publier. Voilà. Merci beaucoup Rabi et merci d'avoir partagé ça avec nous, c'est pas évident. Mais on est ravis de t'avoir avec nous et tout à l'heure j'ai commencé par te présenter, je ne sais pas si tu as entendu ta présentation. Génial, merci Naïfatou. Et du coup, en particulier, j'aimerais qu'on parle de cet ouvrage que tu as publié, donc qui s'appelle Au nom d'un père et qui est un hommage à ton papa. Un roman sur la suite logique, parce que ça fait un moment qu'on se connaît, que je la lis, que j'adore son mindset. Et félicitations pour Saison de Femmes. Ndeye Khady, qui est notre coordinatrice du réseau des féministes du Sénégal, avec qui j'ai eu à partager beaucoup de projets. Et que, voilà, je suis très contente d'être avec elle. Et Fatimata, merci beaucoup pour la bonne modération. Avant tout, j'aimerais remercier Amina pour avoir mis en place ça. Parce que les femmes ont besoin d'espaces comme ça, des espaces de prise de parole safe, où nous pouvons partager nos vécus, nos expériences, et puis à travers l'écriture, qui est un outil thérapeutique. Dans la présentation que tu as faite, j'aimerais bien juste repréciser quelque chose. Je suis doctorante, donc je fais de la sociologie. Je suis très brillante et puis ravie, je savais que l'écriture de ce roman serait la suite logique parce que ça fait un moment qu'on se connaît et que j'adore ces analyses sur les conditions féminines sénégalaises. Donc bravo pour Saison de Femmes. Ndeye Khady, qui est notre super coordinatrice du réseau des féministes du Sénégal. Bravo pour tout ce que tu fais pour que les sororités soient mises en place et que le réseau puisse vivre. Avant tout, j'aimerais remercier et féliciter Amina pour avoir mis en place cet espace qui est le Salon du livre féminin pour la 2e année consécutive. Parce que nous, les jeunes femmes et moi, nous avons besoin d'espaces comme ça où nos paroles, nos écrits, nos résolutions sont entendues et ce de façon safe. Avant de répondre à la question que tu m'as posée, Fatima, merci beaucoup pour la brillante modération. Parce que j'écoute depuis le début et je trouve que tu gères vraiment très très bien. J'aimerais faire un mix de ce qui a été dit par Ndeye Khady et Rabi. Et ce qui est important et qui est revenu dans leur prise de parole, c'est que l'analyse située, savoir d'où on parle. Parce que c'est important donc de nous essayer de les situer dans le temps et dans l'espace pour que notre lectorat puisse en tirer quelque chose. La question de la santé mentale, elle est vraiment super importante et j'en parle dans mon livre qui est Au nom d'un père, qui est un peu le parent pauvre, que ce soit dans le monde médical et particulièrement gynécologique, dans nos écrits ou dans nos analyses. La santé mentale est assimilée à la folie et la psychiatrie, et vraiment là les parents pauvres de nos récits. Et le thème de ce salon qui est écrire le soi est vraiment super parce que dans l'écriture de soi féminine, il y a une foultitude de sous-thèmes qui peuvent émerger. Et donc là, dans le panel qui nous est venu, qui est l'écriture de soi à travers le deuil, Au nom d'un père, et le livre grâce à qui j'interviens sur ce panel, c'est l'un des textes les plus personnels que j'ai eu à écrire. Ndeye Khady a parlé d'épisodes de deuil cycliques. Moi, je ne crois pas à l'expression faire son deuil. Il est vrai qu'on me l'a posé une multitude de fois depuis que le livre est paru, mais je ne pense pas. Je dis, mais comment est-ce qu'on fait son deuil? Y a-t-il une notice pour faire son deuil? Je pense que le deuil, tant qu'on a un souffle de vie et qu'on est là, le souvenir du départ ou de la dépense nous accompagne. Et donc, du coup, nous, femmes africaines et particulièrement sénégalaises, nous sommes moulées dans cette performance continuelle tout au long de notre vie, et particulièrement liée au deuil. Nous sommes dans une performance de la non-tristesse. Il faut faire bonne figure. Ndeye Khady a parlé de communauté. La communauté peut être étouffante parfois. En ayant expérimenté le deuil 2 fois de suite, en ayant perdu mon frère puis mon père, j'ai pu voir, et on dirait que je m'étais distancée, j'en parle d'ailleurs dans le livre, et que j'avais 2 moi qui cohabitaient. La moi qui était en train de réceptionner, de recevoir les gens, de recevoir les condoléances, et la moi qui voulait juste que toute cette amas de personnes partent pour que je puisse être seule avec ma famille proche et puis vivre cette nouvelle situation que mon corps et mon cœur et mon esprit devraient apprendre à gérer. Rabi, je pense que nous sommes, enfin moi, je pense que je suis l'enfant de mes parents et particulièrement mon père.
Et je pense qu'avant d'être l'enfant de mon époque, je suis son enfant, donc sa fille. Et je crois que ça se ressent dans ce texte, qui est encore une fois l'un des textes les plus personnels que j'ai à écrire. Parce que je pense que, qu'on le veuille ou non, on met toujours une part de soi dans nos récits. Que ce soit, tu l'as dit dans Saison de Femme, c'est une fiction, un récit imagé, mais bien sûr, c'est moins 10 ou 20% de toi. Mais moi, dans Renaud Lapère, je dirais que j'ai mis 100% de moi. Parce que je pense que nous sommes tellement dans le coquille, dans le surmoi, dans l'euphémisation de nos souffrances, de nos émotions. Et Annie m'a dit, quand le livre est paru, qu'il a été vraiment très étonné parce qu'il ne savait pas que j'expérimentais toutes ces situations-là. Je lui ai répondu que j'ai mis dans ce livre tout ce que je ne pouvais plus faire, tout ce que je ne voulais plus taire, pour que ce soit un livre entre deux et qu'après je puisse continuer ma petite carrière d'autrice. Donc voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Merci beaucoup. Écoute, merci à toi Naïfatou, merci d'avoir partagé ça avec nous et surtout le lien que tu fais par rapport à la société dans laquelle nous vivons et la manière qu'on a de faire supposément son deuil. Et je pense que beaucoup d'entre nous se reconnaissent dans ce moment où effectivement, parce que la famille veut nous accompagner, parce que tout le monde veut être là pour nous, la maison est pleine de monde du soir au matin.